En ce qui concerne la GPA, donc là je vous parlais de la PMA, mais on peut aussi s'amuser entre guillemets avec les GPA en multipliant le nombre de parents à l'infini, c'est-à-dire le donneur anonyme, une donneuse anonyme qui font une gestation pour autrui, et puis après il y a 2 parents qui n'ont rien à voir, et là vous voyez ça en fait 5. 2 parents adoptifs, donc là ça en fait 5. Enfin, on peut multiplier parce que maintenant, il y a aussi l'autorisation et des recherches qui sont faites en disant qu'on peut changer le noyau de l'ovule, de la cellule, et donc on pourrait imaginer aussi qu'il y ait quelqu'un, et c'est autorisé en Angleterre, hein, je vous le signale, donc là encore, c'est pas du fantasme, de pouvoir changer le noyau de la cellule, donc vous vous retrouvez avec un héritage génétique, avec un nombre de parents absolument, enfin de personnes qui ont été à l'origine du produit fini qu'est l'enfant. Non, mais c'est parce que c'est comme ça que ça se finit, et c'est un produit fini puisqu'après on l'achète. Voilà. Même si les personnes qui l'achètent n'ont rien à voir de près ou de loin avec cet enfant. Pour la GPA, il y a des problèmes. Encore plus, c'est qu'en réalité, et ça on en a très peu parlé, on continue assez peu à en parler en fait, mais moi je pense que c'est très important, c'est de dire qu'on connaît, en l'état actuel de la science, les échanges qui s'effectuent intra-utérin. Ces échanges-là, ils sont absolument capitaux. Donc quand on vous dit que la science progresse, on fait fi d'une partie de la science, c'est-à-dire celle qui dérange, celle d'ailleurs dont on était assez fiers à une époque, hein, les scientifiques étaient assez fiers de pouvoir prouver, comme il y avait des échanges intra-utérins qui étaient absolument énormes, hein, entre la mère et l'enfant, mais là tout d'un coup c'est comme si ça n'existait plus, ça sert à rien. Mais il y a 2 choses encore là qui sont quid des enfants déjà nés. Vous imaginez dans la tête d'un enfant, un tout petit, parce que si la mère est en âge de procréer, c'est que ses enfants a priori sont assez petits. Vous imaginez dans la tête d'un enfant ce que ça peut faire et combien ça peut être dévastateur de voir maman qui attend un enfant mais qui va donner cet enfant. Est-ce que vous imaginez l'effet que ça peut produire à l'intérieur de la tête et les émotions que ça peut produire pour l'enfant? Maman attend un enfant et cet enfant, on va le donner. Sauf qu'un jour, il apprendra que cet enfant, on ne l'a pas donné, mais qu'en réalité, on l'a vendu. Et pourquoi maman, elle va le donner? Eh bien, parce que maman est généreuse. Ah, mais si maman est généreuse, peut-être qu'elle va me donner, moi aussi. Peut-être qu'elle va m'abandonner. Ou alors, si elle ne m'abandonne pas, c'est peut-être parce qu'elle ne m'aime pas. Est-ce que vous imaginez dans la tête d'un enfant ce que ça peut faire, ça? Alors on parle que de ceux qui sont en désir d'enfant. Je ne nie absolument pas la douleur que ça peut être pour quelques personnes que ce soit, y compris une personne homosexuelle, de ne pas avoir d'enfant. Je ne la nie pas, cette douleur-là. Parce que toute personne qui souhaite un enfant et qui ne peut pas en avoir, en raison de sa maladie ou en raison de son âge ou pour n'importe quelle autre raison, est une personne qui souffre. Mais est-ce que un enfant doit subir les conséquences ou réparer la douleur d'un adulte? Eh bien, la réponse, elle est non. Et puis, je voudrais citer encore une autre personne, celle à laquelle on ne pense jamais. C'est le mari ou le compagnon de la personne, de la femme qui attend l'enfant. Parce qu'attendre un enfant, ça peut être une joie, ça peut être aussi difficile, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir, je ne sais pas, des complications. Est-ce que vous imaginez le mari ou le compagnon, s'ils ne sont pas mariés, de cette personne qui attend un enfant, de voir le ventre de sa femme qui s'arrondit, de voir ce qu'elle peut vivre d'ailleurs, les difficultés qu'elle peut vivre, et de devoir d'ailleurs elle aussi, lui aussi répondre aux questions des autres enfants, de voir sa femme qui part à l'hôpital, accoucher, mais de n'avoir rien suivi de la grossesse, de n'avoir pas assisté à une seule échographie, de n'avoir à la limite même pas demandé de nouvelles, parce que lui surtout, il ne faut pas qu'il s'attache.
eh bien, je me dis que c'est d'une cruauté aussi pour les hommes dont on ne parle absolument jamais. Et je pense encore une fois, et je reviens à ce que je disais au début de ma réunion, je pense qu'une société qui en est arrivée là est une société qui devient tout simplement barbare. Alors en fait, maintenant je voudrais, peut-être, je ne sais pas, je suis peut-être... ça va encore? Vous vous endormez pas trop? Ah, vous êtes gentil. Non. La troisième chose, c'est que je voudrais resituer cette loi dans un contexte beaucoup plus général. Dans ce livre-là, en fait, moi j'avais fait une partie sur le gender. Je ne pouvais pas aller plus loin, mais j'avais bien senti qu'il y avait quelque chose qui nous dépassait encore. Évidemment que ça rentre, et on voit bien d'ailleurs, on l'a vu tout de suite que tout ça, c'était... qu'il y avait évidemment le gender qui se cachait derrière tout ça. Et quand on nous a dit que... Enfin, on nous disait que c'était pas vrai, mais bon, c'était évident qu'il y avait une idéologie. Mais cette idéologie du gender, en fait, elle n'est qu'un morceau de ce gigantesque puzzle qui est finalement un mondialisme nihiliste. En fait, l'objectif de tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est de créer un nouvel ordre mondial. Alors là encore, j'aime bien faire des citations parce que après on nous dit qu'on est complotiste. Enfin, Marion Sigaud le sait bien, hein, qui est une grande complotiste, hein, elle aussi. On nous dit qu'on est complotiste, on nous dit je sais pas quoi, tout un tas de choses, que évidemment on fantasme, etc. Et quand on parle de ce nouvel ordre mondial, là on est en plein dans le mille du complot. Sauf que moi je vais vous donner 3 citations. Parce que ces 3 citations, elles viennent pas de moi. Donc je veux bien être complotiste, mais elles viennent quand même pas de moi. Puis après on va parler un peu de ce que c'est que ce nouvel ordre mondial. Alors 3 personnes. La première, j'en ai pris un de gauche, j'en ai pris un de droite et j'en ai pris un américain. Tous les 3 aussi connus les uns que les autres. Jacques Attali. Jacques Attali, en avril 2011, il écrit un livre qui s'appelle « Demain, qui gouvernera le monde ?», qui paraît aux éditions Fayard. Je lis. Un jour, l'humanité comprendra qu'elle a tout à gagner à se rassembler autour d'un gouvernement du monde, dépassant les intérêts des nations, gérant les intérêts de l'humanité. Un tel gouvernement existera. Il est urgent d'y penser pour le meilleur des mondes. Je ne sais pas si ça vous fait froid dans le dos, mais bon, voilà. La deuxième, c'est Rockefeller. Alors Rockefeller, il est cofondateur d'un groupe qui s'appelle le groupe Bilderberg. Donc ça, vous pouvez aller voir aussi sur Internet, c'est intéressant. Et là, donc je ne veux pas vous parler de ce groupe, mais enfin, si c'est pas, parce que ça pourrait faire l'objet d'une conférence en entier, mais je vais quand même vous lire ce que lui raconte. Et vous allez voir, c'est prophétique, anti-prophétique, je ne sais pas comment dire ce qu'il dit, mais c'est incroyable. Nous arrivons vers l'émergence d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin, écoutez-moi bien, c'est de la crise majeure et le peuple acceptera le nouvel ordre mondial. On est en plein dedans. Un autre que vous connaissez encore mieux, qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Le 23 octobre 2008, il fait une réunion publique à Argonay. Je ne sais pas très bien, si vous me demandez où c'est, je vous répondrai que j'en sais rien. Je n'ai pas regardé. Mais il l'a fait quand même, cette réunion publique. Haute-Savoie, merci. Cette crise, donc 2008, hein, donc il parle, voilà. Cette crise marquera sans doute le commencement du XXIe siècle, le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire le nouvel ordre mondial, politique, économique et social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Ça ne peut pas être plus clair. Donc moi, je veux bien qu'on soit des gros conspirateurs, mais en fait, on s'appuie quand même sur des faits qui sont clairs.
Donc vous voyez des nouveaux principes, des nouvelles règles, et puis, bien évidemment, un nouvel homme, un homme nouveau. Un homme nouveau pour pouvoir qu'on puisse lui imposer ces nouvelles règles et ce nouvel ordre mondial. En fait, il s'agit ni plus ni moins d'un mondialisme nihiliste. Et là encore, c'est assez simple à comprendre. Pour arriver à ce... C'est vieux comme la Genèse, hein. C'est l'homme tout-puissant. Vous savez, l'homme du mythe tout-puissant, c'est celui qui refuse d'avoir un Dieu, celui des francs-maçons qui considère que l'homme est le maître de l'homme et que l'homme est tout-puissant. Et donc, comment est-ce qu'on va arriver à ça? Eh bien, on va arriver à ça si on arrive à atomiser l'homme. Atomiser l'homme, ça veut dire le couper de sa relation verticale, qui est sa relation à Dieu. Alors moi, je suis catholique et fière de l'être, et plus je peux le dire, et plus je peux le dire dans l'espace public, parce que je ne vois pas au nom de quoi je ne parlerai pas de Jésus-Christ dans l'espace public si j'en ai envie. Oui, non, mais parce que, vous comprenez, je fais une petite digression, mais moi, ça m'insupporte. C'est pas compliqué, ça m'insupporte. Qu'on arrive à se soumettre à des gens qui nous parlent d'une laïcité qui, en fait, est un anticléricalisme ou un anti... c'est même pas un anticléricalisme, c'est un anti-christianisme, catholicisme primaire. Ça m'insupporte. Et moi, je refuse de me soumettre à ça. Donc, si à la télévision, j'ai envie de parler de Jésus-Christ, eh bien, je parle de Jésus-Christ à la télévision, que ça leur plaise ou que ça ne leur plaise pas. Voilà. Et bref, tout ça pour vous dire que, bien, et je vous engage à faire la même chose. Vous n'êtes pas, peut-être pas tous les jours à la télévision, mais je vous engage quand même à faire la même chose, y compris lorsque ça vous dérange. Non, surtout lorsque ça vous dérange, histoire de sortir de sa zone de confort. Et vous allez voir, ça va beaucoup mieux après. Donc, on va couper l'homme de sa relation verticale, c'est-à-dire de sa relation à son créateur, ou à sa transcendance, parce que c'est pas la peine d'être catholique pour croire en Dieu. C'est même, j'allais dire, il y en a même qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont cette intuition, ce sentiment très fort qu'il y a quelque chose au-dessus d'eux. Et que donc, il y a des règles qui sont supérieures à nos règles humaines. Alors, pour créer cet ordre mondial et pour créer cet homme nouveau, eh ben, il va falloir le couper de ses relations. Et c'est pour ça que j'aime particulièrement Terre et Famille, c'est que, en fait, vous avez tout compris. C'est-à-dire, c'est qu'il faut recréer ce lien vertical, et ce lien vertical, il part en partant de ce qu'on appelle la subsidiarité. Et puis, pour l'atomiser, l'homme, il va aussi falloir le couper de sa relation horizontale, c'est-à-dire de se couper de sa relation à l'autre. Et là, vous voyez bien que toutes les lois qui sont faites aujourd'hui, elles sont faites dans cet objectif-là. Je vous prends un exemple. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait quelques mois, c'est pas passé d'ailleurs, mais on avait voulu faire, ils avaient voulu, le gouvernement avait voulu faire une loi sur les associations. Il ne fallait plus qu'il y ait bénévoles, il ne fallait plus, enfin bref. On se rendait bien compte que parce que les associations, c'est quelque chose qui peut être très gênant, justement, parce que ça tisse, et qu'on est en plein dans la subsidiarité, ça tisse du lien, et que les gens, pour les atomiser, il faut, comment dire, c'est plus des personnes qu'on veut en faire, ce sont des individus. C'est toute la différence entre la personne humaine et l'individu. La personne humaine, c'est très différent. La personne humaine, c'est celle justement qui a cette double relation. Alors que l'individu, c'est un être qui est atomisé. Et pourquoi on veut l'atomiser? Mais là encore, c'est le simple bon sens. Parce que si vous l'atomisez, eh bien, l'homme qui ne peut se suffire à lui-même, et c'est pour ça que la subsidiarité est importante, l'homme qui ne peut se suffire à lui-même, il va être obligé, parce qu'on est limité, donc on ne peut pas se suffire à soi-même, donc il va être obligé de dépendre du pouvoir. Et vous voyez bien pourquoi d'ailleurs, comment ça s'appelle, l'État-providence, etc., eh ben, l'État va dire « je m'occupe de tout ». Ne t'occupe de rien. Et il va créer un climat extrêmement anxiogène qui va faire que l'homme
qui est devenu atomisé, donc qui n'a plus cette relation, cette notion verticale et cette relation horizontale, eh bien cet homme-là, il va être perdu. Il va être perdu, il va suffire de lui annoncer 5-6 catastrophes, et ça, ils s'en sont bien friands. Et à partir de ce moment-là, l'homme, il va dépendre comme ça du pouvoir supérieur qui prend possession de lui. Et remarquez donc que toutes les lois qui sont faites actuellement, eh bien, ce sont des lois qui sont faites dans cet objectif. Et quand on a eu aussi l'histoire des territoires, vous savez, où il fallait... on veut faire d'ailleurs toujours ces territoires, eh bien, en fait, c'est pour éviter, c'est pour faire perdre à la France la notion de patrie, enfin à l'homme, cette notion de patrie. Donc on va être dans une espèce d'Europe des régions où la région va être rattachée directement à Bruxelles, Bruxelles qui est totalement désincarnée. Et bien en fait, on veut faire de l'homme un être désincarné. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va changer le sens des mots. Et là, je vous ai déjà donné quelques exemples. Mais vous remarquerez aussi qu'on a changé le sens du mot justice, le sens du mot droit, le sens du mot liberté. Tout ça, on n'est plus du tout, vous voyez, le droit des homosexuels, en oubliant celui des enfants. Et puis on va dire, toutes tes pulsions sont respectables. Donc, tu as droit. Eh bien, écoutez, tu veux être dans un pays, même si tu n'as pas de papier, parce que je ne parle pas évidemment de ce nouvel ordre mondial où on veut faire en fait des gens, d'ailleurs on est pareil dans le métissage, où en fait les gens n'ont plus de patrie, ils sont désincarnés, ils sont tous de la même couleur, ils pensent d'ailleurs, ils doivent penser tous la même chose. Bon, et là on arrive, donc tu veux rester dans un pays et tu le veux, ben, tu as le droit. Tu veux te marier avec quelqu'un, ben, tu as le droit. Tu veux te marier à 2, ben, tu as le droit avec une personne de même sexe, c'est différent à plusieurs, mais tu as le droit. D'ailleurs, maintenant, dans certains pays, en particulier en Suède, c'est autorisé, le mariage à plusieurs. Et d'ailleurs, là, enfin, je vous ai dans ce livre-là, pas pour faire de la pub, mais il y a pas mal de trucs. Il est en vente. Vous verrez donc des citations aussi où on dit le mariage à plusieurs, bien évidemment. Tu veux avoir un enfant, mais tu peux. Si la nature te le refuse, mais l'argent, pas de problème, la PMA, la GPA. Tu veux changer de sexe, ben, tu peux. Si tu veux pas d'opération chirurgicale, mais que tu veux changer d'identité, il n'y a pas de problème. Et on est dans la théorie du genre. Mais toutes tes pulsions sont respectables. Si tu veux, tu as droit. Ton désir, c'est ton droit. Et là, vous êtes aussi dans l'atomisation, c'est-à-dire je fais ce qui me plaît. Voilà. Et donc, je crois que c'est très, très, très important de remettre tout ce qui se passe actuellement et en particulier de ne pas déconnecter cette loi en particulier sur les désirs cachés, cette idéologie cachée, enfin, de moins en moins, mais de remettre cette idéologie du genre et la PMA, la GPA, etc., pas seulement sur quelque chose pour détruire, bah si, évidemment la destruction de la famille, parce que la famille, c'est la première des subsidiarités, j'allais dire. C'est-à-dire, on veut évidemment détruire les associations, mais avant même l'association, c'est la famille. Et donc, on va vouloir détruire la famille, mais on ne veut pas détruire la famille juste comme ça. Non, on veut détruire la famille parce qu'on est dans un projet global où il faut fabriquer un homme nouveau qui va être gouverné par et on veut un nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va mettre le désordre, c'est logique. Enfin, je veux dire, j'invente rien, moi. Hein. Quand vous entendez nouvel ordre mondial, si vous décortiquez les mots, ça veut dire quoi? Nouveau, ça veut dire qu'il faut que ce soit différent. Ça veut dire donc qu'il faut changer les choses. Ordre, nouvel ordre, ça veut donc dire qu'il faut mettre désordre, changer l'ordre. Donc ça veut dire qu'on va mettre un nouvel, on va être obligé de déconstruire pour reconstruire après. Et mondial, mondial, ça veut bien dire que c'est pas au niveau du pays, mais c'est au niveau du monde. Voilà, donc je pense que, vous voyez, on est aussi, alors c'est pareil, on pourrait parler presque aussi de la loi sur l'avortement, enfin comment s'appelle, l'abandon du délai.
Mais là, c'est pareil, en fait. On peut resituer ça aussi. Tu veux... Il ne faut pas que tu réfléchisses trop. Tu as une pulsion de mort, hein, parce que quand même, l'avortement, c'est quand même une pulsion de mort. Et ben, on va pas trop te faire réfléchir. Tu as une pulsion de mort, il faut que tu puisses l'assouvir immédiatement de cette pulsion. Je dis pas qu'il y a des cas qui sont pas difficiles, etc. Hein. Je vais pas, comment dire, je voudrais être assez... que vous compreniez que je ne nie aucune des souffrances qui peuvent être issues de toutes les situations difficiles qu'on peut connaître. Mais je dis que il y a des lois supérieures et que ces lois supérieures, il faut trouver toutes les solutions possibles pour s'y conformer à ces lois supérieures, parce que en fait, elles sont en vue du bien, en fait, et elles sont surtout en vue du bien commun. Même chose, si on peut parler de toutes ces lois bioéthiques, regardez, tiens, autre exemple, la recherche sur les embryons. On va dire c'est pour un bien, parce que vous comprenez, en faire des recherches sur des embryons, comme ça, y aura moins de maladies génétiques, etc. Donc, en fait, là, on est aussi dans ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est cet homme nouveau. Eh ben, on est dans le transhumanisme aussi. Le transhumanisme, c'est l'homme nouveau, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi l'homme augmenté. Moi, je vais vous dire, allez, vraiment, hein, si toutefois, ça ne vous a pas trop rasé ce soir, allez voir, vous pouvez aller creuser transhumanisme, homme augmenté, Jacques Attali, et vous allez voir, ça va vous prendre l'après-midi ou la matinée ou 2 jours, mais vous allez être absolument passionné parce que vous allez découvrir, et par les vidéos et par tout ça. C'est absolument stupéfiant, tout ça sous couvert de on veut faire progresser la médecine parce qu'on veut plus de bonheur pour l'homme. Voilà. Donc, en fait, je pourrais continuer encore longtemps, mais je vais m'arrêter là. Je voudrais juste vous dire que, en réalité, moi, je ne peux pas m'empêcher d'être pleine d'espérance, même après tout ce que je vous ai raconté, et même en creusant de plus en plus. Alors, je sais que cette espérance, elle est due à ma foi, ça c'est certain, mais on peut aussi avoir de l'espérance sans avoir la foi, parce que je pense que derrière tout ça, comment vous dire, on s'achemine vers une période très difficile. Mais, oh bon oui, c'est trop mignon. On s'achemine vers une période difficile. Mais en fait, comme je vous disais, moi qui parcours, je crois, depuis plusieurs années la France, je peux vous dire que là, et je fais certes confiance à mon intuition, je pense que je peux lui faire confiance, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel depuis, il se passe des choses exceptionnelles depuis 2012, qu'on est en train de récolter des fruits qui ont été plantés depuis longtemps. De semences qui ont été plantées depuis longtemps. On dit la France s'est réveillée en 2012. Non, pas du tout. La France s'est réveillée depuis bien plus longtemps que ça. Vous savez, on a dit il y a eu la génération Jean-Paul II, etc. Je crois en effet d'abord que nous, on doit aussi des choses aux générations. Il y a des gens qui ont résisté avant nous. Mais indépendamment de ça, moi je vois vraiment, depuis que je fais toutes ces réunions, combien il y a une prise de conscience qui s'est accélérée depuis 2012, combien les gens sont prêts à aller de plus en plus loin, combien ils se forment, combien ils résistent dans leur vie quotidienne, et c'est là-dessus peut-être que je pourrais peut-être vous amener à réfléchir. Il y a une vague irrépressible, et enfin, vous n'avez peut-être aucune raison de me faire confiance, mais faites-moi quand même confiance. Il y a une vague irrépressible, une vague de fond de résistance que rien, absolument rien, n'arrêtera. L'instinct a parlé en 2012. Parce que c'est l'instinct qui a parlé. Si en 2012, on vous avait demandé, dites-moi, grand 1, grand 2, grand 3, pourquoi vous descendez dans la rue ?
je pense que vous auriez dit « parce que je dois descendre dans la rue ». Quelles raisons tu peux me donner qui sont des raisons objectives? Et je pense que vous auriez tous dit « parce que je dois descendre dans la rue ». Peut-être pas tous, mais le plus grand nombre. Parce que vous le saviez. Et vous ne saviez pas forcément tout ce que je vous ai dit là aujourd'hui. Et toutes les raisons très précises, et vous n'auriez peut-être pas été capable de faire un devoir sur table pour expliquer de façon très rationnelle pourquoi vous êtes descendu dans la rue, mais vous êtes descendu dans la rue parce que votre instinct vous l'a dit, parce que vous saviez que la civilisation était en danger de mort. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous savez que la civilisation est en danger de mort. Voilà. Eh bien ça, vous savez, c'est comme une mère quand on touche à son petit, eh bien elle devient une lionne. Eh bien je crois que nous tous, tant que nous sommes, chacun à notre place, et c'est juste là-dessus que je voudrais terminer, chacun à notre place, nous avons décidé, et si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez décidé, nous avons décidé que nous allions changer les choses. Eh bien, nous sommes, c'est une bonne nouvelle, en train de changer les choses. Terre et famille en est un exemple, mais alors criant, absolument criant. Je voudrais juste maintenant vous amener à vous poser, et je sais que dans cette salle, certains pourront répondre positivement, mais à vous poser la question de savoir qu'est-ce que chacun d'entre vous, quel sacrifice chacun d'entre vous est prêt à faire. C'est une question qui vous ramène au plus profond de vous-même. Évidemment qu'il n'y a aucune bonne réponse, ou que toutes les réponses sont bonnes, plus exactement. Il n'y a pas de réponse générale. Moi, ce que je voudrais juste peut-être vous amener à vous dire, c'est qu'est-ce que moi, je suis prêt à sacrifier pour ma foi, si je l'ai, pour la France, pour la vérité, pour mes enfants. Qu'est-ce que je suis prêt, moi, personnellement, à sacrifier? Et je terminerai juste sur cette phrase en vous disant qu'au début, je disais, on est en train de construire le mur de la résistance. En fait, ce n'est pas le mur de la résistance qu'on est en train de construire. C'est beaucoup plus beau que ça. On est en train de construire une cathédrale. Pour construire une cathédrale, il y a des pierres d'angle. Il y a des pierres qui sont les fondations. Et puis, il y a les pierres qui se construisent au fur et à mesure. Chacun d'entre vous, là, chacun, est une pierre de cette cathédrale. Le tout, c'est de savoir quelle est sa bonne place. Et pour trouver sa juste place, c'est simplement de se dire le matin en se réveillant, comment est-ce qu'aujourd'hui, je vais sortir légèrement, ou beaucoup, de sa zone de confort. Il n'y a aucune mauvaise réponse, il n'y a que des bonnes réponses à partir du moment où on a décidé que moi, donc quand je dis moi, c'est pour chacun d'entre vous, est une pierre indispensable. C'est-à-dire que pas une ne doit manquer parce que chacune a sa place. Ça peut être, pour ceux qui sont croyants, ça peut être la prière, ça peut être simplement, je vais en parler à mon boulanger, je vais juste sortir un petit peu de ma zone de confort. Et c'est ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à chacun d'entre vous, de nous, c'est grâce à chacun d'entre nous qu'on est en train de la construire, cette cathédrale, et c'est grâce à ça qu'on va gagner, parce que si vraiment je pouvais vous impulser ça ce soir, c'est vous dire oui, on va vers une période qui va être extrêmement difficile, mais c'est les petits oui que nous allons poser au quotidien qui vont faire que quand il y aura un grand oui à donner, au moment où ce sera difficile, pour le meilleur, eh bien c'est parce qu'on aura fait tout un tas de petits oui qu'on sera capable de faire un grand oui qui ne nous donnera pas tant de mal que ça. Voilà. On a vraiment l'impression qu'on est toujours entre soi, on est de plus en plus nombreux à être entre soi, mais on reste toujours entre soi. Et tant que vous aurez tout ce système, les médias qui sont à 95% malhonnêtes, comment s'en sortir, c'est vraiment très très difficile. En fait, moi je crois beaucoup à l'effet de contamination.
C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus nombreux. J'aime bien, d'ailleurs, vous avez donné une partie de la réponse. En fait, nous sommes malgré tout de plus en plus nombreux. Voilà. Et donc, en fait, il est en train de se créer sur le terrain un maillage assez exceptionnel. Avec des gens qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas, mais qui s'organisent sur les territoires, de plus en plus. Si bien que quand je dis que nous allons vivre une période difficile, je pense que le système est foutu, est fichu. Donc, et ça va se faire dans la douleur. Ça, c'est certain. C'est certain. Et il y a un moment, d'ailleurs, où soit on est dans le système, soit on reste dans le système, où il faudra sortir du système. Moi, je le disais hier, d'ailleurs, parce que j'étais invité justement sur une télévision, pas très difficile d'être invité parce que c'est une télévision qui pense comme nous, qui s'appelle TV Liberté, donc c'est plutôt sympathique. Je veux dire, ça c'est reposant, ça fait du bien. Et en fait, je disais que aujourd'hui, on peut encore un peu hésiter à être un peu dans le système, un peu hors du système, en se disant peut-être que je peux avoir une influence à l'intérieur du système. Moi, pour l'avoir tenté, donc je comprends très bien qu'on veuille le tenter, pour l'avoir tenté, j'ai vu que ça marchait pas. Donc moi, je me situe clairement, j'ai même l'habitude de dire la matrice, c'est-à-dire on veut nous enfermer dans une matrice, et je pense que y a un moment où il faudra choisir l'un ou l'autre. Pour moi, c'est clairement choisi, mais je comprends très bien que ce soit pas si facile et qu'on hésite encore. Mais quand va arriver cette période, alors cette période elle arrivera quand, j'en sais rien, il se trouve que je suis pas devin. Mais quand va arriver cette période qui, on voit très bien malgré tout que le temps s'accélère, donc là on le voit dans tous les domaines. Alors est-ce que ce sera la finance, est-ce que ce sera le Moyen-Orient qui est en train de flamber, voilà, est-ce que, en fait on n'en sait rien là, mais on voit bien qu'il y a des choses qui sont qui viennent de l'extérieur, donc c'est pas forcément de l'intérieur, mais du coup ça va s'effondrer. Moi, j'ai pas tellement de soucis sur qui va émerger, qu'est-ce qui va se passer, parce que justement, pour être très en contact avec énormément de gens dans les différentes provinces, je vois qu'il y a des tas de gens qui sont prêts et qui pourraient être prêts à prendre le pouvoir sans... voilà. Mais ça ne pourra se situer que hors système. Voilà. Donc, vous dites, toutes les institutions sont vérolées. Oui, absolument. Le système va s'effondrer. Alors, l'autre jour, il y a quelqu'un, ça rejoint un peu ce que vous me dites, qui me dit à peu près la même chose que vous, en me disant, oui, mais Jeanne d'Arc, elle a remis le roi, c'est toujours par la tête, mais là, comment on peut faire, puisque la tête est comme ça? Et ben, donc, le système, c'est pas par la tête. Et ben, je dis non, c'est par les pieds. Et vous savez, le colosse aux pieds d'argile, c'est connu. Et ben, en fait, on est en train de donner des coups de boutoir sur ses pieds. Et il y a un moment où ça va s'effondrer. Mais à chaque fois, vous parliez de leurs contre-mesures. D'abord, c'était l'attaque contre les associations. Et là, actuellement, le seul moyen alternatif d'information qu'on a, c'est Internet. Et Internet, déjà en décembre, Valls avait commencé à faire une loi sur le renseignement militaire en voulant tous avec moi, par exemple, je ne pourrais pas aller manifester. Et avec la loi contre le terrorisme, il n'y a plus aucune limite. Donc, à chaque fois, il bride. Oui. Avant 1989, personne n'aurait pu dire que le mur de Berlin est tombé. Personne. Et il est tombé un jour. Et il est tombé du jour au lendemain. Il est tombé en une nuit. Il est tombé en une nuit, et la veille, vous l'auriez demandé aux gens, les gens n'auraient dit ben non, c'est impossible. Parce que le système communiste était extraordinairement bien verrouillé. Donc là, le système... Alors, il y a une chose que je n'avais pas mesurée, je l'avoue, il y a 2 ans, malgré tout, c'est que c'est la capacité de résilience du système. C'est vrai que on le voit que quand on le pique, et là on se retrouve avec l'UMP, enfin qui s'appelle maintenant les Républicains, c'est à se tordre de rire, et le PS, on voit bien que dès qu'on commence à les attaquer, le système se reforme autour de... Bon. Et donc, c'est vrai, sauf qu'il y a un moment donné où en fait, ils ne seront plus en état de se défendre.
Mais encore une fois, si vous me demandez comment, etc., je ne sais pas. Par contre, je suis sûre de ce que je dis. Je suis absolument sûre de ce que je dis, mais je ne sais pas quelle va être la goutte d'eau qui va faire s'effondrer le système. Donc, quand le système va s'effondrer, toutes ces machins là, ces conseils économiques, sociaux, environnemental, enfin bref, ils auront plus de raison d'être en fait. Donc on va se retrouver alors avec un nouvel ordre mondial, mais pas celui qui croit. En fait, c'est celui que nous on va faire. Donc que se passe-t-il ailleurs? Avez-vous le sentiment qu'ailleurs il y a un mouvement? Alors, parce que tout seul, on ne fera pas grand-chose. Non, mais on a moi, je sais pas, je pense qu'on peut parler de la Russie, peut-être. Personnellement, je pense que la Russie nous sera d'une grande aide. Voilà. Alors, la Russie, c'est quand même un géant. Voilà. Donc, si je peux me permettre, la France a une vocation, il ne faut pas le... Non, mais... Donc, si on s'en sort, nous, je pense que... Oui. Mais c'est sûr, mais ce qu'il y a, c'est qu'on est quand même très petit, donc alliés, voilà. Mais là où Stéphanie a parfaitement raison, c'est que la France est fille aînée de l'Église. Quand on est fille aînée, on passe pas fille cadette ou fille punée. Non, on reste une fille aînée, c'est une fille aînée. Après, elle a oublié sa vocation de fille aînée de l'Église. Ça, c'est quelque chose de différent. Mais elle reste fille aînée de l'Église. Donc, le jour où elle... un enfant aîné, c'est un enfant qui a beaucoup de responsabilités, mais c'est aussi un enfant qui peut faire beaucoup de choses. Et donc, le jour où la France retrouvera cette vocation, sera fidèle à cette vocation de fille aînée de l'Église, ben en effet, on pourra soulever des montagnes. Mais bon, c'est mieux quand même si on est plusieurs. D'ailleurs, vous voyez, en fait, moi, cette résolution que j'ai prise de parler de Jésus-Christ et pas seulement de parler de crise de sens ou de valeurs spirituelles, parce que la crise qu'on connaît, c'est une crise de sens et c'est une crise spirituelle. Elle m'est venue parce que j'ai observé que nos adversaires n'hésitaient pas à faire appel à Satan. Alors, je sais bien que c'est pas à la mode de parler de Satan, mais moi, en fait, ça me dérange pas de pas être à la mode, donc ça tombe bien. Je vais vous donner 2 exemples. Vous parliez, tout à l'heure de ce qui s'est passé à Sciences Po. Alors, il se trouve que l'année dernière, il y a une semaine par an à Sciences Po qui s'appelle la Queer, Q-U-2-E-R. Week, c'est la semaine du genre, depuis 5 ans, depuis que Richard Descoings, qui n'est plus là, mais enfin, c'était lui qui l'avait institué. Et donc, c'est une semaine de dépravation la plus totale, avec des images porno, des ateliers pour expérimenter tout ça. Et donc l'année dernière, il y avait des jeunes qui m'avaient invité. Bon, donc il y a eu donc j'y suis allée, puis il y a eu quelques incidents, mais c'est pas pour vous dire ça, c'est pour vous dire que ce qu'ils m'avaient raconté, c'est que au début de cette semaine, dans les jardins de Sciences Po, il y avait eu des rites sataniques. Et chamaniques, sataniques, ça veut dire avec des croix inversées, avec des chapelets, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer, des danses sataniques et chamaniques, dans les jardins même de Sciences Po. Donc eux, ils n'hésitent pas. Les fémènes, que tout le monde connaît, quand elles mettent un foie de veau pour faire semblant que, ou je sais pas quoi, dire que la Sainte Vierge aurait mieux fait d'avorter, ou quand elles vont à Notre-Dame, ou quand elles font tout ce qu'elles font, que le vendredi saint de l'année dernière, je sais pas cette année, j'ai pas regardé, mais l'année dernière, sur la page Facebook, un vendredi saint, bon, c'est pas totalement par hasard, elles avaient dit venez faire des sacrifices et des messes noires avec nous, vous pouvez rentrer, l'entrée est libre. Donc elles donnaient leur adresse. La seule chose, c'est que pour rentrer, il faut dire gloire à Satan. C'est pas moi qui l'invente, je l'ai lu de mes yeux sur leur page Facebook. Donc nos adversaires, puisqu'il s'agit en effet d'un combat spirituel, nos adversaires ne se gênent pas. Ils ont compris, eux, de quel combat il s'agissait. Et nous, on est là à hésiter en disant non, mais bon, on est dans une société laïque, donc laïque, ça veut dire... Mais moi, j'ai jamais vu que dans l'Évangile, j'ai jamais vu d'ailleurs que nos papes, quels qu'ils soient, nous aient demandé, en particulier le pape François, puisque il est là-dessus, il est vraiment très
comment dire, il est très prolixe quand il nous dit d'aller aux périphéries, etc. Je n'ai jamais vu un pape nous dire ne parlez du Christ que dans vos veillées de prière ou dans vos églises. J'ai jamais lu ça dans l'Évangile non plus d'ailleurs. Donc quand finalement c'est nos francs-maçons ou ceux qui sont partisans d'un nouvel ordre mondial ou nos anti-catholiques primaires là, qui nous disent restez dans vos églises, mais moi je vois pas pourquoi je leur obéirais à eux. Mais en vertu de quoi je leur obéirais? Parce qu'on a dit on est dans une société laïque, donc ils ont inventé une laïcité qui en fait est un anti-catholicisme primaire. Pourquoi je leur obéirais? Mais en vertu de quoi? De quel droit m'impose-t-il de ne pas parler de Jésus-Christ si j'ai envie d'en parler? Alors je ne sais pas comment ça va se terminer, parce qu'ils sont quand même extrêmement farouches, donc je ne sais pas comment ça va se terminer, mais moi au moins, je suis sûre que je me sentirai mieux qu'eux, en tout cas. Donc vous disiez, est-ce que vous êtes encore invité, etc. En fait, là il y a moins d'actualité, mais oui, en fait, il faut bien qu'il tape quand même sur quelqu'un, enfin il faut bien qu'il fasse un semblant de démocratie, en fait. Donc c'est vrai que quelquefois je suis 1 contre 9. Ça, c'est vrai que ça peut arriver. Par contre, ça vous intéresse de vous inviter. Mais quand même, enfin, donc là, ça fait un moment que j'ai pas, mais parce qu'il n'y a plus trop d'actualité. Mais ça n'empêche que, par exemple, sur le plug anal, le fameux plug anal Place Vendôme, c'est moi qu'ils ont invité, chez Thierry Ardisson. Et je l'ai dit que j'étais chrétienne, que ça me choquait aussi, que j'avais la foi, Et puis finalement, vous savez, il y a beaucoup d'autocensure, hein, parce que pas sûr que les gens. D'ailleurs, ça m'a beaucoup amusé cette émission parce que. J'ai dit des choses un peu comme ça, et il y a un garçon qui s'appelle Cyril Hanouna, je ne sais pas si vous... Bon. Il était là, et alors lui, il doit être de 18 à 20h sur RTL ou Europe 1, je sais pas quoi, enfin bref, il est dans une émission, c'est un peu un genre Laurent Ruquier, quoi, voilà. Sauf qu'il n'est pas homosexuel. Quand je parlais, j'ai été opposée à Jacques Lang d'ailleurs, donc il y avait quand même un panel, c'était un vrai régal. Figurez-vous que moi je le regardais comme ça et qu'il était discrètement, il me faisait, je le montre aux autres, discrètement, donc il me faisait, c'était très discret. Mais il le faisait. Et je pense que ça leur fait quand même du bien. Voilà. Alors après, il a peut-être dit j'étais avec la personne la plus réacte de la Terre. J'en sais rien. Ça m'est égal. Mais ça n'empêche qu'il m'a fait ça. Donc il avait quelque chose de lui qui disait ça fait quand même du bien. Voilà.